Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit. Lorsque l'on évoque Roger Nimier, un certain nombre de mots plus ou moins convenus sont souvent cités. Évidemment, le hussard, évidemment, un homme désinvolte, peut-être un homme pressé, un homme à l'ironie assez cinglante, parfois cynique, un homme à certains égards romantique, à certains égards classique, et puis, bien sûr, un homme qui nous a quittés prématurément, accidentellement, en 1962. Néanmoins, l'œuvre de Roger Nimier, l'œuvre du romancier, l'œuvre du journaliste, l'œuvre du critique littéraire, est-elle réductible à ces idées, peut-être à certains égards un peu trop reçues, ou bien cache-t-elle une forme de profondeur beaucoup plus sombre, beaucoup plus ténébreuse, beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus tragique. Après tout, l'un de ses romans les plus connus s'intitule « Les enfants tristes ». Et peut-être le fait qu'il ait eu 20 ans en 1945 contribue-t-il à expliquer un certain nombre de choses. Nous avons célébré en 2025 le 100e anniversaire de la naissance de Roger Nimier. Cet anniversaire a été célébré, je crois, avec beaucoup de tenue, avec un certain éclat. Il y a eu la publication d'un fort volume quarto aux éditions Gallimard. Il y a eu également un très beau numéro du Bulletin Célinien consacré à Roger Nimier, Bulletin Célinien animé par notre ami Marc Laudeloup. Et évidemment, nous serons amenés à en parler, les liens de Roger Nimier avec Céline ont été très intenses. Je montre la couverture du bulletin célinien. Je signale également que Patrick Wagner, le directeur de la revue Livre Arbitre, consacre un dossier à Roger Nimier. Il sera paru lorsque cette émission sera diffusée. Nous enregistrons à la mi-décembre. Le numéro est sous presse. Je ne peux pas, hélas, le présenter aujourd'hui. Je montre simplement, à titre indicatif, la couverture. Et j'ai eu le privilège de le lire en format numérique, et je peux attester que, comme d'habitude, la qualité de Livre Arbitre est tout à fait remarquable. Alors donc, nous allons poursuivre à notre manière, au début de 2026, cet anniversaire et ces hommages à Roger Nimier, avec vous, Thierry Bouclier. Thierry Bouclier, vous êtes avocat, vous êtes essayiste, biographe, vous êtes également romancier. Je citerai parmi vos très nombreux ouvrages uniquement 2 titres, mais qui sont, je crois, particulièrement adaptés à l'émission que nous nous apprêtons à faire. Ce sont 2 romans policiers. Le Hussard et le cadavre de l'île Dieu. C'est aux éditions Oda Issarn, et vous l'avez publié en 2022. Et puis Rouge et jaune pour le Hussard, toujours aux éditions Oda Issarn, c'était en 2019. Et puis, bien entendu, votre essai biographique consacré à Roger Nimier, qui est tout à fait remarquable. Je le montre également à l'écran. Alors là, pour le coup, il vient de sortir. Thierry Bouclier, Qui suis-je, Roger Nimier, c'est aux éditions L'IF. Avec nous également Jérôme Bénard. Jérôme Bénard, vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, vous avez publié plusieurs ouvrages, en particulier en 2012 un essai consacré à Pierre Boutan, c'était aux éditions Muller. Et l'on verra, là aussi, j'imagine, au cours de l'émission, combien étaient intenses les liens de Roger Nimier avec Pierre Boutan. Vous avez également publié, alors là, c'était aux éditions du Cerf, en 2018, un essai intitulé « La droite imaginaire » de Chateaubriand à François Fillon. Et je signale que vous avez collaboré au Cahier de Lerne Roger Nimier à travers un article, une étude intitulée « La tentation royaliste de Roger Nimier ». Là encore, on voit le lien, bien sûr, avec Pierre Boutan. Et vous avez collaboré, comme Thierry Bouclier, d'ailleurs, au numéro de Livre Arbitre que j'ai signalé. Vous avez consacré un article à Roger Nimier breton, pourrait-on dire, grossièrement. Et Thierry Bouclier, on vous retrouve également, bien sûr, dans ce numéro spécial de Livre Arbitre. Vous donnez un long et instructif entretien à la revue. Alors, je le disais, Roger Nimier a eu 20 ans en 1945, période ô combien cruciale, évidemment, la guerre, la libération, l'épuration. Dans quelle mesure, Thierry Bouclier, considérez-vous que
ce jeune Roger Nimier, ce jeune homme de 20 ans, a été profondément marqué par, j'allais presque dire uniquement par cette chronologie si spéciale, si particulière. Peut-on dire qu'elle a été cruciale pour lui ? Oui, effectivement, avoir 20 ans en 1945 n'est pas quelque chose de neutre. Si on a 20 ans en 1955, il n'y avait pas forcément de date particulière, d'événement précis. 1945, effectivement, Roger Nimier a connu, comme tous les gens de cette génération, l'occupation. Il a vu partir un certain nombre de ses amis, il a vu partir un de ses amis juifs qui a été déporté, un de ses amis qui est mort en 1945, qui s'était engagé dans l'armée. Il avait plutôt une tendance gaulliste, il n'était pas du tout lié au régime de Vichy, mais le spectacle de la libération l'a profondément marqué. Il a vu des déchirures, il a vu des vengeances, il a vu tout le spectacle auquel la jeunesse française a pu assister à cette époque. Et donc évidemment, quand on a connu l'effondrement en 1940, lorsqu'on a connu l'occupation, lorsqu'on a connu l'épuration, lorsqu'on a vu une libération qui a quand même été confisquée, notamment par cet esprit du résistentialisme, eh bien, évidemment, on en est profondément marqué, et cela imprègne notamment le Grand d'Espagne, ça imprègne le hussard bleu, et ça imprègne les épées. Oui. Jérôme Bénard, vous pensez également que ce moment a été déterminant, y compris, puisque vous avez abordé la question du gaullisme, on peut d'ores et déjà évoquer ce Nimier un peu politique. Vous pensez également que la grande liberté intellectuelle dont a fait preuve Roger Nimier, on parlera donc dans un second temps peut-être de son style, de sa liberté littéraire, les deux sont très liés, mais est-ce que vous pensez que sa manière de se comporter politiquement sans être véritablement assigné à résidence, il y a du gaullisme, il y a à un autre moment, au moment de l'Algérie française, une forme d'antigaullisme, il y a un tropisme maurassien, bernanosien. Que pouvez-vous nous dire de ce jeune ? D'abord, est-ce que ces points de vue politiques sont fixés chez lui, apparaissent assez tôt, ou pas du tout ? C'est le fruit d'une évolution. Oui, il est quand même marqué très jeune par la fin de la Troisième République, par l'antiparlementarisme qu'on retrouve dans Perfide, là, qui vient d'être réédité en folio Gallimard. La différence surtout se fait avec les écrivains qu'il va côtoyer après-guerre, ceux qu'on classera dans cette école des hussards, qui ne s'est jamais considéré comme tel, mais par rapport à Jacques Laurent, par rapport à Michel Léon, même par rapport à Antoine Blondin, il y a une petite différence d'âge qui fait beaucoup. Et ce qui fait que eux ont vécu l'effondrement de 40, et lui est plutôt quelqu'un dont la vie personnelle s'est révélée en 44, quand lui-même d'ailleurs s'engageait dans l'armée. Mais c'est pas l'effondrement de 40, il le vit, il est chez ses grands-parents à Saint-Brieuc, où sa mère, parce il a perdu son père en 1939, et sa mère l'avait mis dans sa belle famille à Saint-Brieuc, à l'abri des risques que courait Paris au printemps 40. Et donc cet effondrement, bien sûr, il le vit, mais il ne le vit pas en soldat comme Michel Léon ou comme Jacques Laurent. Et il n'a pas l'âge pour se retrouver comme eux à Lyon ou à Vichy. Et au contraire, dans son revenu à Paris, c'est plutôt sur effectivement une mythologie, une adhésion au gaullisme et à la France libre qu'il va s'identifier. Parce qu'il a, je crois avoir lu dans votre ouvrage, Thierry Beauclerc, il a participé à la fameuse manifestation des étudiants d'Action française. Le 11 novembre 1940 ? Oui, ce qui est quand même... Il ne fait pas partie des étudiants qui ont été arrêtés. Lui n'a pas été arrêté, mais effectivement, il était à cette manifestation. Ce qui est quand même aussi révélateur d'emblée. Enfin, il y a cette présence du côté de l'Action française, et puis cette option pour le gaullisme. Alors la manifestation du 11 novembre 40, il y a bien sûr des étudiants d'Action française. Plus largement, est organisé par la Corpo de droit, qui est un rassemblement national un peu plus large que la seule question de l'Action française. L'Action française, à Paris, en novembre 1940, n'a plus aucune structure, puisqu'ils sont repliés à Lyon. Donc, il y a un attachement royaliste et maurassien de Nimier, qui l'arrive d'ailleurs totalement à concilier avec le gaullisme. Pour lui, De Gaulle est finalement un général maurassien. Oui, comme Pierre Boutan plus tard. Le gaullisme de Boutan il n'a jamais cessé d'être maurassien pour autant. En tout cas, voilà, il participe à cette manifestation du 11 novembre 40, où il y a quand même plusieurs centaines de lycéens et d'étudiants. Voilà, donc effectivement, c'est un événement fondateur.
mais il ne va pas être actif dans la résistance, surtout à Paris où c'est beaucoup plus complexe qu'en province. Donc c'est une adhésion intellectuelle à la France libre qui se révèle chez lui. Et effectivement, ça créera une petite musique singulière dans son rapport au gaullisme, parce qu'il n'y a pas ce passage par Vichy. Oui, absolument. Chose étonnante, parce que je m'interrogeais sur le caractère doctrinal ou non de la politique, parlons ainsi au sens large, de Roger Nimier. On l'oublie souvent en raison des images que j'ai rappelées, hein, le hussard, l'homme désinvolte, l'homme pressé, le côté morandien, le côté presque bulle de champagne, enfin bon. On oublie trop souvent, il a été lauréat du concours général de philosophie, c'est un excellent élève, c'est quelqu'un qui épate largement ses camarades, en particulier dans le registre de la philosophie. Donc il n'est pas un doctrinaire, il n'est pas un idéologue, il est un intellectuel au sens le plus profond du mot, et cet intellectuel-là va avoir à cœur de démonter aussi une partie de cet intellectualisme étouffant, doctrinaire pour le coup et pas doctrinal, de l'après-épuration, puisqu'on se retrouve évidemment dans les années 45, 46, 47, avec le Saint-Germain-des-Prés que l'on a connu, qui est verrouillé en gros par l'existentialisme sartrien, par le marxisme, par le communisme. Là aussi, c'est important, me semble-t-il, y compris d'un point de vue littéraire, de voir comment Nimier se comporte, comment il s'inscrit en faux contre cette domination. Alors, il s'inscrit effectivement en faux face à cette domination, mais comme vous le dites, pas d'un point de vue idéologue. Pas en idéologue, pas au nom d'une idéologie. Il n'est pas du tout dans la volonté de réhabiliter ce qui a pu être fait. Il est plutôt dans vraiment une liberté d'esprit, une liberté de ton. Et ça transparaît évidemment dans Les Épées et dans Le Hussard bleu, puisque effectivement, ces deux livres qui sont quand même publiés, l'un en 1948, l'autre en 1951, sont quand même publiés très peu de temps après la guerre. Et on peut dire qu'il a une liberté d'esprit, une liberté de ton, notamment lorsqu'il parle de la milice, lorsqu'il parle de Joseph Darnan, qui est assez surprenante pour l'époque, et on peut presque se dire que finalement la pesanteur sartrienne de l'après-guerre, qui était probablement très étouffante pour un certain nombre de jeunes à l'époque, finalement cette pesanteur sartrienne par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, finalement était peut-être bien légère. Ouais. Oui, alors, effectivement, il a été l'élève de Maurice de Gandillac au lycée Pasteur à Neuilly. Donc c'était un excellent élève de philosophie, très versé dans la philosophie classique, hein, le XVIIe siècle français, Malebranche. Et en fait, c'est les événements de la Libération qui vont le précipiter loin de la carrière peut-être d'enseignant qu'il aurait pu être la sienne, pour rentrer dans la polémique, parce que une fois la Libération passée, le Parti communiste tente de mettre une chape de plomb intellectuels sur l'ensemble du pays, avec ses intellectuels organiques, mais aussi avec les compagnons Sartre, de route. Les compagnons de route, avec voilà. Et ce qui reste d'intellectuels de droite, on oublie souvent que le séisme qui a été la libération pour toute une partie de la bourgeoisie française qui avait été tout bonnement vichiste et qui a vu arriver les communistes. Donc il y a peu de jeunes journalistes de droite et justement ça va créer des solidarités au-delà des options qu'ils ont pu avoir pendant la guerre. Oui. Et il va trouver auprès d'aînés qui refusent, eux, ce basculement vers le communisme, qu'illustrait bien Claude Roy. Claude Roy est maurassien jusqu'en 1943 et se retrouve intellectuel communiste en 1945. C'est un peu l'itinéraire de Maurice Blanchot aussi. Oui, voilà. De tous ceux qu'on a appelés les non-conformistes, une partie des non-conformistes des années 30, qui ont basculé au milieu de la guerre, au mi-temps de la guerre, vers le communisme. Voilà. Et donc lui, Nimier, au contraire, il se solidarise, non pas avec les collaborationnistes, mais avec ce qui surnage de droite intellectuelle, où on trouve des gaullistes, des anciens vichistes, des vichisso-résistants, comme Jacques Laurent. Oui. Voilà, et donc c'est dans cette ambiance de droite littéraire, mais qui va jusqu'à François Mauriac. Saint-François des Assises, comme disait Antoine Blondin, qui a été effectivement, qui s'est bien comporté, disons, à l'endroit lors du procès de Brasillac. Enfin, Mauriac a eu une attitude tout à fait digne, enfin, à ce moment-là. Voilà, donc il y a, en plus, il y a chez Nimier un catholicisme plutôt revendiqué, ce qui n'est pas forcément le cas
des autres dont on citait le nom, de Jacques Laurent ou de Michel Léon, qui était plutôt indifférent. Agnostique. Agnostique, très maurassien, justement. Oui. Et il y a chez Nimier, il y a une singularité parce qu'il est catholique, parce qu'il a plutôt été gaulliste. En tout cas, il se considère encore gaulliste à la sortie de la guerre, et il le restera probablement jusqu'à 1960 et jusqu'à la guerre d'Algérie. Voilà. Donc on a une voix singulière par son âge, par sa jeunesse, et par le fait qu'il ne se sent absolument pas. Michel Léon s'est fait suspendre sa carte de presse. Jacques Laurent a été incarcéré quelques jours. Lui n'est pas du tout comptable du bilan de Vichy. Donc il est d'autant plus libre d'œuvrer pour une renaissance intellectuelle de son camp. Oui. Puisqu'il y a cette solidarité quand même de camp. Ils sont monarchistes à une époque où cette disposition d'esprit était peut-être moins rare qu'aujourd'hui. Oui. Dans ce monarchisme aussi très singulier et très libre de Roger Nimier, c'est peut-être, on va évoquer le romancier bien entendu, et le Hussard bleu en particulier, on ne peut pas ne pas le faire, mais puisqu'on est toujours dans ce registre-là, il y a ce très beau livre à mon avis de Roger Nimier qui est Le Grand d'Espagne, c'est cet hommage, c'est un livre magnifique à Bernanos. C'est aussi c'est peut-être le lien avec Bernanos, c'est une façon peut-être au moins tout aussi forte de le rattacher à une certaine idée monarchique que le lien maurassien. Quelle était cette relation intellectuelle, voire spirituelle, vous avez évoqué le catholicisme de Nimier, avec Bernanos? Alors, on voit effectivement une profonde admiration pour Bernanos, presque un caractère inconditionnel, ce qui n'était pas le cas vis-à-vis de Maurras, parce que Nimier a eu quelques écrits dans ce genre de lecture, où il faisait une critique de Maurras, où il pouvait être quand même assez critique par rapport à certaines positions qu'avait pu prendre Maurras pendant la guerre. Mais c'est vrai que par rapport à Bernanos, il n'y a pas ce recul, il n'y a pas cette réserve, et on le voit bien où Nimier finalement met dans le Grand d'Espagne en perspective et montre vraiment l'importance des deux ouvrages chez Bernanos, La Grande Peur des Bien-Pensants et Les Grands Cimetières sous la Lune, qui sont généralement opposés l'un à l'autre. On va dire que peut-être les Bernanosiens de droite vont citer La Grande Peur des Bien-Pensants, et les Bernanosiens de gauche, entre guillemets, vont faire référence au Grand Cimetière sous la Lune, et Nimier montre au contraire que ces deux ouvrages sont absolument complémentaires l'un de l'autre, et parler de l'un sans parler de l'autre, c'est ne rien comprendre à Bernanos. Absolument. Alors il rencontre Bernanos, il le rencontre à l'hôtel Quéré, boulevard Raspail à Paris, comme Jean Dutour le rencontre à l'époque. C'est un pèlerinage littéraire pour les jeunes gens, et effectivement Nimier, plus qu'un doctrinaire, est un garçon d'attitude, et ce qui l'intéresse chez Bernanos, c'est l'attitude, c'est le front du refus contre les germes autoritaires ou totalitaires dont certains à droite ont pu s'accommoder. Et donc ça l'intéresse beaucoup aussi en tant que philosophe, en tant que chrétien également. Et donc il a ce rapport avec Bernanos parce qu'il sent qu'il est dans... c'est un capitaine, c'est le capitaine qui est recherché. C'est le côté mousquetaire aussi, on peut penser à Alexandre Dumas et puis à D'Artagnan amoureux, il y a de ça là, je suppose. Oui, c'est le Bernanos qui rêvait de coups d'État en Amérique du Sud dans les premiers Camelots du Roi, et puis même dans les écrits de Nimier, c'est ce qui reste aussi, c'est-à-dire c'est monarchiste révolutionnaire d'avant 1914. C'est ça. Le cercle Proudhon aussi. Le cercle Proudhon, la première période de l'action française, et il est sûr que pour Nimier c'est un modèle là où Maurras est un maître un peu éloigné et emprisonné, qui va connaître par l'entremise de Boutan, mais de son ami Pierre Boutan, qui est un peu le point de passage obligé des uns et des autres, mais il y a une relation personnelle à Bernanos qui est effectivement non seulement attesté, mais revendiqué, et qui restera dans la trajectoire de Roger Nimier. Oui. Et donc le romancier Nimier, vous avez cité le Hussard bleu, les épées, Perfide. Il y a une phrase de Nimier que l'on entend souvent, à juste raison, nous sommes les libertins du siècle. Bon.
ce qui n'est pas d'ailleurs contradictoire avec la référence à Malebranche et au catholicisme. Nous sommes les libertins du siècle, c'est-à-dire que nous sommes effectivement ceux qui n'adhérons pas à la cléricature dominante. La cléricature dominante, d'un point de vue littéraire, donc à Saint-Germain-des-Prés, dans les années post-1945, c'est celle de Sartre, on l'a dit, c'est celle du roman engagé, et qui se veut comme tel d'ailleurs. Alors, que vient faire le hussard bleu dans cette histoire-là ? C'est-à-dire par là, en quoi, presque de manière esthétique et formelle aussi, et stylistique, enfin, et puis dans l'esprit, en quoi le hussard bleu représente, de ce point de vue-là, j'allais presque dire un contrepoison ? Thierry Bouclier. Alors, déjà, par rapport à son style, la façon dont il est écrit, je dirais que le hussard bleu est unique en son genre. On passe vraiment d'un personnage à l'autre. Donc, selon le personnage s'exprime, c'est plus du tout la même, c'est plus écrit du tout la même manière. Donc, déjà dans la forme, le roman est presque révolutionnaire. Bon, et puis ensuite, il y a quand même cette insolence. Ce François Sanders qui a finalement fait il est d'abord dans la résistance et puis après va il rejoint la milice et puis après il s'engage dans l'armée. Donc là, on peut dire que Nimier fait vraiment voler en éclats un certain nombre d'idoles, d'idées reçues, de croyances, de valeurs qui étaient absolument, qui s'imposaient en 1945. Et bon, c'est aussi un roman à clé. Voilà, on voit derrière un certain nombre de personnages, donc Casse-Pompons, qui pourrait être Céline, et donc voilà, c'est aussi un roman un peu célinien. C'est vrai que le fameux Casse-Pompons parle comme Céline écrit. Il y a effectivement, voilà, ce personnage de François Sanders qui est tout à fait atypique de par son parcours, de par ses idées, de par sa façon de se comporter. Et donc, on peut dire que ce roman, enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, tel qu'il a dû être publié à l'époque, c'est une bouffée d'oxygène par rapport, effectivement, à la pesanteur sartrienne et on ne parlait pas encore, mais ce qu'on appelle maintenant le terrorisme intellectuel que faisaient régner Sartre et Simone de Beauvoir et toute leur équipe au lendemain de la guerre. Jérôme Bénard. Oui, il y a l'influence de ces lectures, et puis il y a le choix du roman, c'est-à-dire le choix de Proust, le choix de Céline, le choix du langage, une série de pastiches aussi. Il y a toujours eu ce goût de pastiche chez Nimier, et il utilise ses dons de pasticheur pour donner un relief certain au livre et pour s'adapter aux différents personnages. Voilà, Casse-Pompons renvoie probablement à l'univers, plus que probablement à l'univers de Céline. Le colonel de Forjac ou le capitaine de Forjac, lui renvoie plutôt à l'univers de Proust. Donc il y a à la fois un hommage à toute la littérature, la grande littérature d'avant-guerre, et effectivement une volonté de continuer à s'inscrire dans les cadres assez classiques du roman. Classique, et en même temps, on l'a dit, il y a quand même un aspect très novateur du point de vue formel, du point de vue esthétique, avec ce jeu sur les personnages, avec ce jeu sur le style. On peut penser aussi, par parenthèse, aux 7 couleurs de Brasillac. C'est très curieux, parce que là, on a affaire aussi, on parle beaucoup de l'innovation stylistique, moderne, après du nouveau roman, bien entendu, on l'associe toujours un peu au même, etc. Mais il y a quand même une inventivité littéraire formelle très forte chez Roger Nimier. Mais qui plonge vraiment ses racines dans sa lecture. Effectivement, Brasillac aussi, pour cette couleur est sûrement sûrement servi. Bon, Paul Morand, bien entendu, on le sait. Oui. Voilà, donc c'est un ensemble. C'est à la fois une œuvre très personnelle, parce que c'est l'œuvre clé d'une génération, sur les thématiques et l'insolence pratiquée au fil des pages, mais c'est aussi un travail littéraire d'un bon élève et surtout d'un grand critique. Alors on y viendra, mais bien entendu, la dimension critique de Nimier est décisive, peut-être même plus que son œuvre littéraire, même si son œuvre littéraire est tout à fait lisible aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle est disponible parce qu'il y a des lecteurs. Oui. Alors, il y a aussi des propos, des écrits de Nimier, des phrases comme ça sur lesquelles on revient. Je vais en citer 2 qui sont très connus, bien sûr, mais qui me permettront peut-être de vous interroger sur cet esprit de Roger Nimier. Donc, j'ai évoqué « Nous sommes les libertins du siècle », d'accord. Tout ce qui est humain m'est étranger. Bon. Quand les habitants de la planète seront un peu plus difficiles, je me ferai naturaliser humain. En attendant, je préfère rester fasciste, bien que ce soit baroque et fatigant. Bon, ce sont des phrases que l'on a. Qu'est-ce que cela nous dit
de Roger Nimier. Qu'est-ce que cela nous dit? Alors ça peut nous dire beaucoup de choses, y compris du point de vue stylistique et de l'humour et d'une certaine provocation. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans ce refus, en tout cas explicite, d'une forme d'humanisme et d'humanisme rabâché, de l'humanisme des modérés, comme dirait Abel Bonnard. Que nous disent précisément ces phrases et ce culot qu'il y a à se réclamer du fascisme, évidemment, au moment où il le fait? Alors, je pense que ça traduit quand même un certain pessimisme chez Nimier, puisque si effectivement on a l'image d'un Nimier qui fanfaronne, embaucheur, qui aime bien les jolies femmes, qui aime bien les belles voitures, qui aime bien la vitesse, derrière cet aspect joyeux et libertin, comme vous le disiez, il y a un caractère profondément sombre. Et d'ailleurs, le Hussard bleu est un livre noir, comme c'est un livre très sombre, qui se termine d'ailleurs mal. Donc, effectivement, ces phrases que vous avez citées, mais on pourrait en citer un certain nombre d'autres, traduisent effectivement, au-delà, encore une fois, de l'aspect joyeux, libertin que pouvait présenter Nimier, un caractère profondément sombre, voire noir. Oui. Donc, j'ajouterais provocateur. Oui. C'est une provocation assumée. Quand on est minoritaire, souvent le seul moyen de se faire entendre, c'est aussi de savoir manier la provocation à sa juste place. Et effectivement, l'antifascisme d'aujourd'hui ne date pas d'hier, il date même d'avant-hier. Bien sûr. Et n'oublions pas que en 1968, le général de Gaulle était traité de fasciste. Oui, bien sûr. Et effectivement, Nimier, qui n'avait rien d'un fasciste, parce que Maurras l'avait sûrement gardé, vacciné de la tentation, contre les tentations, ce type de tentation. Il pouvait en jouer dans ses textes, mais à titre de provocation et non d'adhésion. Mais alors ce fond mélancolique de Nimier, j'ai cité tout à l'heure le titre simplement des enfants tristes, le héros Olivier Malentraide, le nom est lui-même significatif. Comment l'interpréter? Est-ce que c'était la manifestation d'un malaise profond, intérieur, on dirait aujourd'hui existentiel, à défaut d'être existentialiste? Est-ce que c'est une réaction au cours des choses tel qu'il va, et donc possiblement une réaction de type aussi d'un pessimisme politique, disons? Comment expliquer ce substrat assez douloureux, finalement, de l'homme Nimier, et contradictoire avec l'image un peu de magazine qu'il donnait? Alors, je crois qu'il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est que comme Nimier a perdu son père jeune, il avait 14 ans quand son père meurt en 1939, donc c'est évident que quand on perd son père aussi jeune, ça marque nécessairement le caractère que l'on va avoir, l'évolution de la vie. Et d'ailleurs, le manque de père explique aussi le fait que Nimier a eu presque, peut-être pas des maîtres, mais en tout cas des personnes auxquelles se rattacher. On a cité Bernanos, Maurras, il y aura Paul Morand, il y aura Chardonne. Oui, donc effectivement... Des pères de substitution. Voilà, des pères de substitution. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a probablement eu une mélancolie, toujours chez Nimier, qui s'explique en partie par la perte précoce, prématurée de son père, et ça se retrouve probablement dans ses écrits. Et vous ne l'interprétez pas, cette mélancolie, d'un point de vue politique? Si, justement, politiquement, Nimier s'aperçoit que la vie a repris son cours sous la 4ème République, qui est le prolongement de la 3e. Et d'ailleurs, on voit Valéry Giscard d'Estaing qui apparaît dans Les Enfants tristes, c'est attesté, un des personnages. Et donc, Nimier, qui était comme Patrick Buisson, un enfant de la place Pereire, a fréquenté ces milieux de jeunes hauts fonctionnaires, de fils de famille du 17e arrondissement, et a vu chez eux un peu le comportement qu'avaient leurs grands frères ou leurs parents sous la 3ème République. Et cette bourgeoisie française l'agace probablement. Lui, il choisit non pas la réussite sociale, mais la réussite intellectuelle, ou tout du moins le fait d'assumer ses idées avant de penser à son intérêt. Et politiquement, ça peut expliquer aussi certaines mélancolies, parce que tout ça pour ça, la résistance pour arriver, ou la collaboration d'ailleurs, pour arriver
à ce que la bourgeoisie reprenne son train de vie habituel. Bien sûr, oui, pour que le monde libéral suive son cours et le poursuive d'ailleurs jusqu'à nos jours. On a évoqué donc Bernanos, Maurras. Bon, il y a les grands maîtres également, donc, et d'une certaine façon les pères, peut-être donc entre guillemets de substitution de Roger Nimier. Nimier a eu un rôle considérable auprès de ses aînés. Il a travaillé énormément à leur réhabilitation quand ils étaient mis à l'écart, marginalisés. Alors parmi ses aînés, vous avez cité Chardonne, bien sûr, vous avez cité Paul Morand, il y a également Céline, bien entendu. Comment décrire l'action presque éditoriale, enfin quasi éditoriale de Roger Nimier, cette action aussi à certains égards affective à l'endroit de ses grands aînés ou de ses pères? Son rôle a été considérable en la matière auprès de ses grands aînés. Que peut-on en dire, globalement? Oui, il faut quand même se rappeler que quand on parle de l'épuration dans les lettres en 1944-45, on cite évidemment Brasillac fusillé, Céline en exil, Drieux-La Rochelle qui se suicide, Paul Chac fusillé, Henri Béraud condamné. Mais cette épuration, elle a été terrible, puisque au-delà, je dirais, des cas les plus dramatiques comme Brasillac, Drieux ou Henri Béraud ou Paul Chac, il y avait la fameuse liste noire dressée par... La liste du CNE, du Conseil national des écrivains. Voilà, des écrivains, où cette liste, elle était presque infinie. Il suffisait d'avoir écrit... Je crois d'ailleurs que c'est dans Perfide, Nimier cite quelqu'un qui passe en cour de justice parce qu'il a juste fait ses mots croisés dans un journal collaborationniste. Voilà, donc il suffisait effectivement d'avoir fait très peu, et des écrivains comme Jacques Chardonne, comme Fréniaud, comme André Fréniaud, comme Paul Morand, n'avaient bien évidemment pas eu les engagements aussi poussés que ceux qu'avaient pu avoir Drieux-La Rochelle ou Brasillac, mais ils étaient tout de même des écrivains proscrits. Chardonne pensait qu'il ne publierait plus jamais. D'ailleurs, le premier livre qu'il a écrit après-guerre, il l'a fait aux éditions du Rocher, donc à Monaco, parce qu'il ne pouvait pas le faire en France. C'était la même chose pour Paul Morand, c'est la même chose pour André Fréniaud. Et effectivement, Nimier va se prendre d'estime, de sympathie, d'admiration pour ces grands anciens, et il va contribuer à leur réhabilitation et à leur redonner toute la place qui était la leur dans le monde des lettres, et il le fera ensuite après Chardonne, après Fréniaud, après Paul Morand, évidemment pour Céline. Jérôme Bénard, vous êtes sensible également à cette action considérable de Nimier dans le monde de l'édition, et puis en faveur de ces très grands écrivains. En fait, Nimier fait primer la qualité du texte sur les idées ou sur les parcours. Il finira par tisser des liens amicaux avec eux, parce que justement, ils seront surpris de trouver un cadet qui a tant de prévention à leur égard. Mais au départ, ce qui intéresse Nimier, c'est le texte, c'est en tant que critique, c'est en tant que lecteur qu'il va les voir, et non pas parce qu'ils sont des proscrits. Et effectivement, il va y avoir il se trouve que ces admirations visent tout de même la droite littéraire, de manière générale. Et stylistique, manifestement. Mais je pense que, plus largement, la conjonction est plutôt partie d'abord de ce goût pour... non pas de leur personnalité, mais plutôt de leur œuvre qui prime. Et après, cela débouche forcément sur des liens, sur un rapport de force, pas du tout de force, pardon, un rapport amical. Voilà. Parmi ces amitiés également un peu différentes, mais il me semble important de citer leur nom. Vous les citez dans votre ouvrage, Thierry Bouclier, votre Roger Nimier, paru donc aux éditions Lif. Stephen Eckert, Kléber Hédens, après un peu plus tard. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots de ces amitiés-là, qui sont un peu différentes de celles des grands aînés? Alors, c'est vrai que Stephen Eckert, moi qui suis avocat, c'est quand même pour moi un grand nom, parce que je crois que Stephen Eckert était un des grands plaideurs de l'après-guerre, très différent de Tixier-Vignancourt, mais tout de même un plaideur absolument exceptionnel. Il avait d'ailleurs eu, et c'est là tout à l'heure on voit que la pesanteur intellectuelle est peut-être pire aujourd'hui qu'à l'époque, c'est
c'est que Stéphane Hecker, qui lui avait eu un engagement avec Vichy, avait pu faire, dans le cadre d'un concours d'éloquence, l'éloge de Brasillac, devant, on va dire, les corps constitués. C'était en 1947, et c'était quelque chose de tout à fait possible à l'époque. Pourtant, on était juste 2 ans après la guerre. Il est évident qu'aujourd'hui, ce serait absolument impensable qu'un jeune avocat, puisque Stéphane Hecker était encore très jeune à l'époque, puisse faire ses armes d'éloquence, de plaidoirie, en faisant l'éloge de Brasillac et en condamnant ce qui s'était passé pendant l'épuration. Donc effectivement, il y aura une très forte amitié entre Stéphane Hecker et Roger Nimier. Stéphane Hecker qui était malade du cœur et qui va mourir très jeune, et ce sera vraiment une perte considérable pour Nimier, qui perdra un ami très cher, qui lui était très cher. Ouais. Qui meurt en 1960. Si exactement. Moment aussi où meurt le fils de Jacques Chardon, par Boutelot. Donc oui, les derniers mois de la vie de Nimier ont été aussi rythmés par les morts de ses amis. Oui, il y a Stéphane Hecker, il y a Kléber Haedelt, avec qui il partage, lui, le goût du sport, du rugby, les descentes dans le sud-ouest. Des goûts gastronomiques aussi, vraisemblablement. Oui, il y a ces liens. Il y a ces liens avec Pierre Boutan qu'on n'a pas encore... Oui. Disons un mot de ces liens qui sont importants. D'ailleurs, je précise que Roger Nimier dédie un de ses livres, Amour et néant, dont on parle peu d'ailleurs, à Pierre Boutan. Oui, qui est dans la collection Essai chez Gallimard. Effectivement, c'est peut-être un de ses livres les moins réussis. Oui, c'est vrai. On peut pas ne pas mais il est dédié à Pierre Boutan. Donc Pierre Boutan qui lui... cette amitié donc, entre les deux. Oui, le Boutan aussi, donc lui est sanctionné après la fin de la guerre alors qu'il a été dans l'armée d'Afrique. Règlement de compte politique, probablement parce qu'il aurait fait arrêter René Capitan pendant les histoires de la prise de pouvoir à Alger en 1943. Et que Capitan s'est vengé à la Libération. Et il faudra attendre Jean-Pierre Chevènement pour que Pierre Boutan soit... qu'on lui restitue les droits des années où il n'avait pas pu enseigner. Et donc Boutan se retrouve, lui, le normalien, promis à une belle carrière dans l'enseignement supérieur, au lycée, agrégé de philosophie, se retrouve journaliste. Se retrouve d'abord avec Antoine Blondin, puis à tête d'aspect de la France, qui est le journal des Maurrassiens, on va dire, de stricte observance, où Nimier va écrire quelques articles à la demande de Pierre Boutan. Donc après, c'est le pari des rédactions. On est une époque où on a quand même un nombre foisonnant de journaux, moins peut-être engagés à droite comme Aspect de la France, ou comme d'autres journaux dans lesquels... Parole française, il y a eu quantité de titres là qui étaient très polémiques. Dans les premiers jours de la 4ème République. Et effectivement, Nimier se retrouve dans cette ambiance de salle de rédaction. Il y a aussi, bien entendu, la table ronde qui a été montée... qui est montée par Roland Lodenbach, financée par Gwenaël Bolloré. Il y a des revues, la NRF aussi, parce que Jean Paulhan, qui est un ami de Boutan, quand il va relancer la NRF qui a été suspendue à la Libération, après avoir été dirigée par Pierre Drieux-La Rochelle. Donc, bien entendu, Nimier trouvera toute sa place à la NRF pour écrire un certain nombre d'articles. Paulhan qui avait déjà admonesté sévèrement ce qu'il appelait les directeurs de la résistance. Paulhan a été un des esprits les plus lucides qui soit, et d'ailleurs lui-même grand écrivain et grand éditeur, cela va de soi. Il y avait aussi, je suppose, avec Boutan, une manière de vivre, de dévorer la vie, une manière de vivre intensément qu'il devait partager. J'ai le sentiment que avec Antoine Blondin également. Avec Blondin, et je me souviens de conversations avec Pierre Boutan, que vous avez très bien connu, Jérôme Bénard aussi, et chaque fois qu'on évoquait Roger Nimier ou Antoine Blondin, Boutan était extraordinairement ému. Il avait quasiment les larmes aux yeux. C'était quelque chose, je crois, de très intense. De l'ordre de la camaraderie. Oui. Vraiment, de la fraternité, c'est très, très fort. Alors, avant d'en venir à proprement parler aux critiques littéraires, qui est tout à fait essentiel, bien entendu, ce rôle que Nimier a tenu dans la presse, le Nimier journaliste, on sait que c'est Chardon, je crois, qui lui avait reproché d'avoir beaucoup écrit en 5-6 ans, quasiment un roman par an, enfin en tout cas beaucoup écrit, et qui lui recommande
garder le silence pendant un certain temps, ce qu'il fera, puisque pendant une dizaine d'années, je crois, Thierry Beauclier, vous préciserez, Jérôme Bénard, bien sûr, il garde le silence, en gros, mais il écrit, il collabore à un certain nombre de journaux, c'est Opéra, Carrefour, enfin... comment définir le Nimier journaliste, là aussi son style, ses centres d'intérêt, ses préoccupations, qu'est-ce que l'on peut en dire ? Alors, effectivement, sur les recommandations de Chardonne, Nimier jure de ne rien écrire pendant 10 ans, et il va effectivement tenir parole, et malheureusement, son roman qu'il publiera au bout de 10 ans sera son roman à titre posthume, puisque le roman sur D'Artagnan amoureux paraîtra quelques jours ou quelques semaines après la mort de Nimier. Alors, le critique littéraire Nimier est pour moi très très intéressant, et je le compare à Brasillac. Parce que, et je compare les critiques littéraires que Nimier a pu faire dans différents journaux qui ont été regroupés dans ces journées de lecture aux 4 jeudis de Brasillac, où ils ont en commun un éclectisme absolument remarquable. Là aussi de liberté. Voilà, exactement. Il n'y a aucun sectarisme, et tous les écrivains sont passés en revue, quelles que soient leurs idées politiques, quel que soit leur âge, quelle que soit leur génération, et on retrouve vraiment cette... Il y a vraiment que l'écrivain qui compte, le talent de l'écrivain, au-delà de toute considération politique ou autre, et je trouve qu'effectivement, quand on relit les 4 jeudis de Brasillac, et qu'on lit ensuite les critiques littéraires de Nimier, eh bien, cette absence de sectarisme fait plaisir, et encore une fois, cette absence de sectarisme était probablement possible à l'époque, il serait sans doute plus difficile aujourd'hui. Bon, par exemple, quand Rebatté publie les deux étendards, eh bien, chef-d'œuvre, voilà, chef-d'œuvre de Rebatté, qui n'a pas eu malheureusement le succès qu'il méritait à cause du passé de Rebatté, eh bien, Nimier, je dirais, se moque en quelque sorte du passé sulfureux de Rebatté, et rend hommage à ce livre tout à fait magistral. A contrario, il n'hésite pas à égratigner ce qu'il estime être des fausses valeurs, à commencer par exemple par Antoine de Saint-Exupéry, tel d'ailleurs Pierre Boutan, qui a fortement critiqué ce qu'il appelait un paganisme chez Saint-Exupéry. Et Boutan a aussi mis en avant ce grand livre et dernier livre inachevé de Saint-Exupéry, qui est Citadelle. Hein. Oui, il le traite, mais il le critique. Hein, oui, je trouve. On verra ça lors de l'émission. Mais pour dire que, par exemple... Là, c'est Jérôme Bénard qui s'exprime, surtout. Non, mais Roger Nimier, par exemple, n'appréciait pas Saint-Exupéry. Oui. Ben, sans doute, il trouvait-il, je ne sais pas parce que je n'ai pas les textes en tête, mais sans doute il trouvait-il un humanisme fade. C'est ça, une moraline. Une moraline, c'était lui, Saint-Exupéry, aux yeux de Nimier, sans doute était naturalisé, humain, hélas, et il n'en voulait pas. Mais oui, ce lecteur, donc, qui était le Nimier des journées de lecture, vous êtes sensible également à cette liberté de plume, à ce sens de la critique. Il y a toujours aussi un retour au classique, au grand siècle. Oui, alors parlons-en, c'est aussi important. Au moral du grand siècle, pour reprendre Bénichou. Bénichou, le titre de Bénichou. Paul Bénichou. Oui, je pense qu'il y a chez Nimier n'est pas un romantique comme on pourrait croire. Bien sûr, il a lu Stendhal, mais c'est beaucoup plus un classique, formé vraiment à la pensée française, au jansénisme aussi. Un intérêt pour le jansénisme, en tout cas, voilà, un fort intérêt pour le grand siècle. Je pense que c'est là aussi une matrice voilà, très intéressante, et en tout cas qui, pour lui, la littérature française s'inscrit dans une continuité depuis 4 siècles au moins. Il écrit sur Chamfort aussi, il écrit sur... Tout à fait. Alors justement, je songeais à l'histoire de la littérature française de Kléber-Hédens, mais on est dans une lignée qui est tout à fait comparable, bien sûr. C'est important, le mot que vous avez utilisé, moraliste. On peut dire lui-même qu'il y a en lui, en Roger Nimier, un moraliste qui... j'ai cité ses formules, ses aphorismes quasiment. Vous êtes sensible à... Ça vous paraît... disciple, enfin on peut le considérer aussi à certains égards comme un moraliste, et précisément en raison de ce versant assez sombre, assez pessimiste, qui peut-être n'est pas très éloigné, même si c'est parfaitement anachronique, mais enfin de ce qu'écrira bien plus tard avec une forme très classique elle-même, un Suran par exemple. Il y a cet aspect-là, d'après vous, il y a un Nimier moraliste. Oui, qui provient sûrement déjà
de sa formation philosophique, Oui. de son sens de la formule, donc de son goût pour le journalisme. Oui. Et puis, je pense que ces aphorismes ou ce sens de la formule vient aussi tout simplement de l'esprit français qui s'y prête bien, de l'esprit classique français. Donc pour lui, c'est assez naturel. C'est un homme de fulgurance et De fusée, comme dirait Baudelaire. Hein. Tout à fait. Et ça se ressent effectivement dans son écriture romanesque, qui est nourrie de ses lectures. C'est d'abord un immense lecteur. Oui, c'est très que faire important. sous l'occupation, si ce n'est lire, Voilà, bien sûr. pour un jeune homme. Il a dévoré tous les livres. Enfin, le jeune Nimier se plonge dans la lecture, peut-être dû aussi à la solitude familiale, enfin, dû au décès de son père. Et historique, parce que l'occupation à Paris, historique, bien sûr. quand vous étiez lycéen, vous n'avez pas beaucoup de... Oui. D'autres catégories de la population pouvaient s'amuser ou Oui. l'occupant Oui. pouvait peut-être y trouver des plaisirs à Paris, mais je pense que pour un jeune lycéen, la lecture était encore le meilleur échappatoire à la morosité de cette période. Thierry Bouclier, sur cet aspect-là, oui, vous alors souhaitez ajouter quelque chose ou un autre aspect oui, d'ailleurs, un autre aspect, moi je voudrais aussi rappeler le Nimier dialoguiste. Oui. Voilà, peut-être que vous vouliez en Eh ben, parler. écoutez, je voulais en parler, mais parce que le temps file, donc vous avez parfaitement raison d'introduire le Nimier dialoguiste et le Nimier l'homme de l'image, en quelque sorte, et du cinéma. Enfin, absolument, je vous en prie. Et donc, notamment, par rapport à un film que je crois que beaucoup de personnes ont vu, jeunes ou moins jeunes, mais peut-être en ignorant que Nimier était le dialoguiste, c'est quand même Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, qui reste pour moi un des grands films de l'après-guerre, enfin fin des années 50, des années 60. Donc voilà, ce Nimier dialoguiste qu'on retrouve après, il y a également eu quelques autres films, mais le plus célèbre est Ascenseur pour l'échafaud. Ascenseur pour l'échafaud, que ceux qui l'ont vu, je dirais, devraient le revoir, et ceux qui ne le connaissent pas devraient le découvrir. Tout à fait. Et effectivement, ce sens des dialogues est tout à fait lié avec le style même de Nimier, son caractère percutant et rapide. Et on retrouve aussi un personnage dans Ascenseur pour l'échafaud qui, je trouve, ressemble à Nimier, mais d'un point de vue cinématographique, c'est Maurice René, qui, je dirais, était, alors on va dire, était de droite parce qu'il n'était pas de gauche, mais qui était aussi un esprit libre, indépendant, inclassable, talentueux. Et je crois que le parallèle entre Nimier, d'un point de vue littéraire, et Maurice René, d'un point de vue cinématographique, s'impose. Absolument. Vous êtes sensible également, Jérôme Ménard, à cette incursion de Roger Nimier dans le monde du cinéma. Oui, qui ne sera pas la seule, parce qu'il a fait il a fait des sketchs pour Antonioni, dans mon souvenir. Et puis il y aura l'adaptation avec Micheline Prel de le titre m'échappe. Bon, peu importe. Voilà, mais sous le titre Les Grandes Personnes de Jean Valère. Les Grandes Personnes de Jean Valère, qui est inspiré, bien entendu, d'Histoire d'un amour. Voilà. Ouais. Et puis l'affaire Nina B avec Pierre Brasseur. Ouais. Alors, nous arrivons quasiment, pas tout à fait, mais quasiment au terme de notre émission. Disons un mot tout de même, pour finir, comme on a commencé, sur l'image de Roger Nimier, sur la réception de Roger Nimier, y compris à travers ses simplifications outrancières, voire ses caricatures. Il y avait du dandysme chez Roger Nimier, il y avait ce goût de danser sur un volcan. Quelle était la part de la provocation, dont on a déjà un peu parlé, mais aussi de sa mort tragique, tout le monde l'a en tête, il se tue à toute vitesse dans une voiture de sport sur l'autoroute de l'Ouest, à Garches. Donc cette mort également, entre guillemets, à la James Dean, on l'a beaucoup dit, le mal de vivre. Il y a quelque chose chez lui, il dansait sur un volcan d'une certaine manière, Nimier, il y avait presque un appel, je ne dirais pas parce que c'est beaucoup trop excessif, mais il y avait sous ce masque mondain quelque chose comme une pulsion de mort qui pouvait se manifester en lui, qui pouvait aller jusque-là. Quelle est la part, que retenez-vous, l'un et l'autre d'ailleurs, de la part convenue, que j'ai esquissée au tout début, comme tout le monde l'a fait et le fera, de Roger Nimier? Quelle est la part véritable là-dedans? Qu'est-ce que vous retenez? Alors, en ce qui concerne sa mort, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'hypothèses. Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce que c'était la jeune femme, qui était à côté de lui, Larcon, qui était à côté de lui, qui conduisait? Absolument. C'était ce que disait Michel Déon. Est-ce que, finalement, non, c'est juste un accident de la route? Il faut quand même se rappeler que dans les années 60, on avait quand même entre 15 et 20 000 morts par an
écrans sur les routes, il n'y avait pas la sécurité, il n'y avait pas tout ça. Donc effectivement que Nimier, alors effectivement, on a envie de se dire, quelqu'un du panache de Nimier, mourir aussi bêtement, ça ne lui correspond pas. Et on s'imaginait Nimier mourant de manière, je dirais, beaucoup plus grandiose que d'un accident de la route. Voilà. Mais on ne saura probablement jamais ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que Nimier lui-même avait semé des indices. Voilà, donc Olivier Malentraide qui se suicide à la fin du roman. Deux de ses livres qui sont dédiés à Mausseri, son ami juif, qui est mort en déportation, à Michel Stevenert, qui est également mort à la fin de la guerre. Donc c'est vrai qu'il y avait la mort rôde autour de l'œuvre de Nimier, mais peut-être que finalement, personnage exceptionnel, mais finalement mort banale. Oui, Jérôme Bénard. Je pense que, il est mort surtout épuisé. Dans les derniers mois, tout le monde disait qu'il était épuisé. Il n'avait pas réussi à surmonter son époque. Au moment où il avait pensé s'engager pour l'Indochine, la guerre d'Algérie, il assistait mal. En fait, il voyait défiler une époque très riche en événements mondiaux, et lui, finalement, écrivait des romans, avait écrit quelques excellents romans qui témoignaient peut-être du mal de vivre de sa génération, mais en tout cas n'avait pas de préhension sur un monde dont il aurait aimé probablement jouer un rôle plus important, ou en tout cas où son intelligence aurait pu être plus productive pour la société. Et en fait, il y a un moment où il y avait un décalage entre sa propre existence, où il était effectivement éreinté, avec aussi des soucis familiaux, et par rapport à... donc sa mort est survenue probablement à une conjonction entre un épuisement, un épuisement d'une vie qu'il n'arrivait plus à faire, peut-être à rebondir, plus tous les morts effectivement dont on a parlé dans son entourage. Un mot, il nous reste 2 minutes, un mot, Jérôme Bénard, le livre par lequel vous conseilleriez à un jeune lecteur en particulier de s'approcher de l'œuvre de Roger Nimier. Le Grand d'Espagne. Le Grand d'Espagne. Oui. Donc une série d'essais, avec des textes qui ne sont pas tous de la même valeur. C'est un rassemblement de textes qui est paru à la table ronde notamment. Mais il y a bien ici le témoignage d'une jeunesse, celle de la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Thierry Bouclier, même question. Alors, sur la qualité du Grand d'Espagne, il n'y a pas de débat. Je crois que pour un jeune lecteur de notre époque, c'est peut-être un petit peu compliqué parfois, peut-être un petit peu daté. Moi, je ferais une réponse, je dirais, tout à fait banale et classique. Je dirais le Hussard bleu, parce que je pense qu'à partir du moment où on arrive à rentrer dans le roman, on ne peut pas être déçu. Bien, Thierry Bouclier, Jérôme Bénard, merci beaucoup pour votre participation. Je crois que vous avez très largement donné envie aux téléspectateurs de relire ou de découvrir et de lire Roger Nimier. Merci vivement à vous deux, et puis à très bientôt donc pour une prochaine émission des Idées à l'endroit. Merci à tous.